au travail en 2020 en interrogeant d'abord l'histoire pour savoir, mais il est vrai que ce ministère a existé, mais est-ce qu'il y a-t-il une boussole qui guide la manière dont on doit piloter l'industrialisation du pays? Lorsque nous avons interrogé l'histoire, on s'est rendu compte, monsieur le ministre, que les pays n'avaient pas de politique industrielle. Parce qu'en fait, on ne peut pas diriger un secteur sans qu'il y ait une politique qui constitue en fait la boussole à suivre, les axes fondamentaux, les instruments de travail. Et nous nous sommes mis au travail. Donc le premier élément, là j'entre dans les fondamentaux du ministère, c'est de doter les pays pour la première fois de sa politique industrielle. Et je vois le directeur du Bureau national d'études et de planification industrielle dans la salle, qui a été au pilotage de cette politique industrielle. Mais cela n'a pas suffi, parce que la politique a défini les axes, notamment 3 grands axes: la gouvernance administrative du ministère. Le deuxième axe, c'est comment faire de la RDC un pôle économique important. Et le troisième axe, c'était effectivement comment attirer des investissements vers la République démocratique du Congo. Ça, c'était un instrument qui a été élaboré. Mais le deuxième manqué, c'est celui de la mise en œuvre. On a une politique, mais il faut qu'on la mette en œuvre. C'est comme ça qu'on a élaboré en 2021 le plan directeur d'industrialisation, qui est un instrument de mise en œuvre de la politique industrielle et qui a 6 composantes principales, parce que nous nous sommes dit, ce pays ici, tellement qu'il est grand, il est déjà subdivisé, il faut qu'il y ait un plan maintenant de mise en œuvre de cette politique. Alors, nous lui avons doté de 6 composantes principales. Pour industrialiser ce pays, c'est 1, il faut que nous ayons des infrastructures routières, parce que pour assurer l'interconnexion de l'ensemble des 26 provinces, nous avons recensé l'ensemble des routes prioritaires qu'il faut construire. Et nous leur avons donné même un coût. Donc l'étude, le plan a sorti les composantes et le coût. Lorsque vous voyez, je ne sais pas si on va nous décliner les tableaux, toutes les infrastructures routières qu'il faut construire en RDC équivalent à peu près 21 milliards de dollars. Ça, c'est la première composante. Deuxième composante, infrastructure énergétique. Parce qu'on ne peut pas industrialiser le pays sans énergie. On a pris la centrale Inga, on a recensé toutes les microcentrales hydroélectriques sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et on les a chiffrées à 22,2 milliards de dollars. On s'est dit, troisième composante, les routes, l'électricité ne suffisent pas. Il faut les chemins de fer. On a recensé tous les segments des chemins de fer qu'il faut construire dans ces pays et le coût des segments de chemins de fer à construire vaut 9,1 milliards de dollars. Nous étions avec le Premier ministre, excusez-moi de vous interrompre, hier à Bouta, où nous avons justement visité une station de train de Bazoélé, la société de Bazoélé. Les gens peuvent lire ça sur les tableaux qui viennent de passer. On a dit, nous sommes traversés par un boulevard, qui est le fleuve Congo, avec beaucoup d'affluents, de confluents, et que l'interconnexion de la RDC demande qu'on construise des ports un peu partout. On a recensé tous les ports qu'il faut construire sur l'ensemble de la République, dont le coût est estimé à 2,5 milliards de dollars. On a recensé en outre toutes les pistes et les aéroports, parce que la RDC est à grande, route, chemin de fer, rail, aéroport, etc. Lac. On les a recensés et tout cela nous a coûté autour de 1,1 milliard. Et la 6e composante, c'était les zones économiques spéciales. Pour dire, eh bien, on a les espaces, on a les potentiels, mais comment on les rend beaucoup plus viables pour que les populations se retrouvent dans les richesses que nous avons sur l'ensemble du territoire national? On a essayé un peu de voir quels sont les potentiels qu'il y a dans chaque espace et quel type de zone économique on peut développer dans ces espaces-là. Et c'est comme ça qu'on a évalué les coûts. Vous avez suivi, le président de la République nous a rappelé, je crois, à une des réunions du Conseil des ministres, le coût de la mise en place des zones économiques spéciales est de 1,9 milliard de dollars. Alors, le total du plan directeur d'industrialisation coûte 58,4 milliards de dollars. Alors, les gens, lorsqu'on a sorti ces documents, ils commençaient à dire, mais vous êtes en train de rêver, où est-ce qu'on va trouver ces 58,4 milliards de dollars? Nous sommes dit, pour commencer, il faut commencer. Vous connaissez, c'est le slogan qui m'est cher, pour commencer, il faut commencer, et on n'apprend pas à commencer, il faut commencer. Nous avons commencé par la zone pilote de Maluku, dont la création date de 2012.
Et la loi d'ailleurs sur les zones économiques spéciales date de 2014. 2014. Mais la zone a tardé à se mettre en place et nous avons le directeur général de l'agence des zones économiques spéciales qui est dans la salle. Nous l'avons remobilisé pour qu'on commence par quelque part. Monsieur le ministre, vous allez continuer, mais pour des besoins de pédagogie, zone économique spéciale, qu'est-ce qu'on vous entend? Qu'est-ce qu'il y a dans une zone économique spéciale? Oui, zone économique spéciale, c'est 3 concepts. Premier concept, zone. Deuxième concept économique. Troisième concept, spécial. Zone, ça veut dire c'est un espace économique dans lequel se déroule une activité économique. Spécial, espace à l'intérieur duquel l'État accorde des facilités qui dérogent au droit commun. C'est-à-dire, quand vous vous y installez, par exemple, première facilité, c'est que si vous aménagez la zone, c'est-à-dire vous êtes le développeur d'une zone économique spéciale, l'État vous accorde des exonérations de 10 ans. C'est-à-dire, vous construisez, vous importez des machines, vous y faites tout ce que vous faites, tout ce que vous amenez pour aménager la zone, vous avez 10 ans d'exonération. Et après 10 ans, on fait une évaluation. Et si l'évaluation est satisfaisante, on vous accorde encore 10 autres années. Ça fait 20 ans. Et à la 21e année, vous commencez à payer 50%, la valeur de 50% des impôts que vous devriez payer. Alors, lorsque vous êtes une entreprise maintenant qui est attirée par les développeurs à l'intérieur de la zone, vous avez des exonérations de 5 ans, une fois renouvelable, ce qui vous fait 10 ans. Ça fait qu'effectivement, l'État congolais a choisi ce modèle économique pour essayer un peu d'attirer suffisamment d'investissements, aussi bien nationaux qu'étrangers, parce que souvent, quand on parle d'investissement, les gens croient que ça concerne que les étrangers. Ça concerne que les étrangers. Alors, j'ai même adressé une lettre à la Fédération des entreprises du Congo et à toutes les organisations patronales, que ce soit des Copemeco, pour dire, voici l'occasion que le président de la République, Félix Tshisekedi, offre à tous les investisseurs, nationaux et étrangers, pour dire, vous venez vous installer dans une zone, vous avez 5 ans d'exonération renouvelable une fois, ça vous fait 10 ans, ça vous permet d'amortir votre investissement sans beaucoup de problèmes. Tout à fait. Et l'autre avantage, c'est que lorsque vous êtes dans une zone économique spéciale, il y a un guichet unique. Il n'appartient pas à un service, environnement, cadastre, tel, de venir auprès de l'opérateur économique. Le guichet unique est construit à l'intérieur de la zone et c'est là où l'opérateur économique s'adresse pour payer les taxes et les impôts qui sont dus à l'État. Il n'est pas question à quelqu'un d'aller toucher à un opérateur économique. Donc c'est pourquoi elle s'appelle zone économique spéciale. Donc avec des mesures spéciales. Alors, nous avons commencé par Maluku et tout le monde a été témoin effectivement des premiers résultats de la zone de Maluku avec l'inauguration par le président de la République de la première usine qui est sortie des cendres depuis 2012. C'est l'usine de fabrication de carreaux et de faïences. Elle a une capacité de 50 000 mètres carrés par jour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont habitués aux chiffres. 50 000 mètres carrés par jour, si vous faites fois 30 jours ou 20 jours, ça vous fait presque 1 million de mètres carrés de production par jour à Maluku, ce qui satisfait totalement la demande. Et lorsque vous évaluez la valeur en termes d'argent que désormais nous conservons dans le pays ici, vous multipliez la valeur de 1 mètre carré qui est autour de 6-7 $. Hein? Alors, si vous multipliez par autour d'1 million ou 2 millions, ça vous donne la valeur des dollars qui ne sortent plus pour aller créer des richesses ailleurs, pour aller enrichir ailleurs, pour aller créer des emplois ailleurs. Ça vous donne la valeur de cette somme d'argent annuellement qui désormais reste au pays pour acheter de l'argile dans le Congo central, parce que les carreaux sont fabriqués par l'argile qui vient du Congo central. Donc ces pauvres paysans là-bas qui regardaient leur terre comme ça, sans savoir qu'est-ce qu'ils en feraient, maintenant aujourd'hui, ils sont en train de bénéficier des achats par l'opérateur céramique qui est installé dans la zone. En mai 2024, nous allons produire les premiers produits, permettez la théologie, Pepsi. Les gens qui sont dans cette salle ont connu
Pepsi Cola, les Mirinda, etc. Tout à fait. Au mois de mai 2024, nous allons produire les premiers produits de la marque Pepsi en République démocratique du Congo. Et la demande suivante, elle est faite pour Lubumbashi. Nous allons installer la deuxième usine de production des produits Pepsi à Lubumbashi, avec pour les carreaux que vous voyez défiler là-bas. Nous avons l'objectif de créer 6 000 emplois. Et pour Pepsi, on a un target de créer 8 000 emplois. Ce qui vous fait autour de 14 000 emplois directs et indirects pour la zone de Maluku, uniquement pour des entreprises. Troisième entreprise qui va s'installer dans la zone, c'est qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques ici, à Kinshasa et dans les pays, mais qui sont butés au problème d'emballage. Vous produisez du café, vous produisez du savon, vous produisez du vin, vous produisez de l'huile de n'importe quelle nature, mais il n'y a pas d'emballage. Et donc la troisième usine que nous attendons dans la zone, c'est l'usine qui nous fabrique tous les emballages de tous les produits. Comme ça, on limite l'importation de ces emballages et donc ça permet à ce que nous maintenions suffisamment de ressources au lieu d'aller créer des emplois et des richesses ailleurs. Ça, c'est pour la zone économique spéciale de Maluku, comme zone pilote. Deuxième zone qui est en chantier, c'est la zone de Miluna. C'est dans la province du Sud-Ubangi. Elle est située à Gwaka, à la lisière de la rivière Mongala, près du port d'Akula. Ceux qui sont de la région peuvent bien se rappeler de quoi je parle. Akula, le village du collègue Molendo. Voilà, cette zone a l'ambition de reprendre toute la production agro-industrielle de cet espace équateur, qui était les joyaux de la République, la transformer sur place et faire de cet espace équateur parmi les producteurs de pneus. Vous savez que j'ai visité Miluna, c'est là où j'ai vu pour la première fois l'EVA. Et moi-même, j'ai sectionné l'arbre de l'EVA et j'ai vu le latex. Mais parce que vous parlez d'EVA, vous savez que la révolution industrielle pour laquelle Léopold D a tué plus de 10 millions de Congolais, c'était essentiellement pour produire les caoutchoucs qui faisaient les pneus. J'arrive. Et c'est le capital qui est ressorti de là qui a créé l'Union minière du Haut-Katanga. Exactement. Et donc, la zone, nous la créons autour de tous ces potentiels-là pour dire, désormais, cet EVA ici, ce cacao ici, ce café qu'il y a dans l'espace équateur, on les transmet sur place. Et au lieu d'aller, tous nous avons eu des souliers qu'on appelle goodies. Goodies. Hein? Tout ça, on doit désormais les faire en République démocratique du Congo et c'est à l'équateur. Comme ça, on viabilise la rivière Mongala, parce que nous avons aussi en charge ce qu'on appelle le corridor de développement industriel. De la rivière Mongala, on se jette dans le fleuve. Et du fleuve, on vient soit à Kinshasa, soit on remonte sur Kisangani, et ça devient un point de jonction. Et cette zone de Miluna permet d'ouvrir un autre corridor qui va du port d'Akula jusqu'à Zongo, et de Zongo, on construit un pont pour se jeter sur Bangui, et ça ouvre vers le corridor de l'Ouest pour que nos produits aillent vers le Cameroun et toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est l'ambition de cette zone. Troisième zone, c'est la zone de Kisushi, au Katanga, de 4000 hectares. Elle est déjà opérationnelle. Et cette zone a l'ambition d'accueillir effectivement les premières unités de transformation de nos minéraux, parce que déjà dans le Katanga, nous avons commencé la transformation du cuivre en fil électrique. Je crois qu'on peut balancer les images. Grâce à l'appui du Fonds de promotion de l'industrie, nous avons commencé à transformer le cuivre localement en câble électrique. J'ai été en Chine pour voir où est-ce que notre cuivre s'est rendu pour être transformé en câble et nous revenir ici. Maintenant, on a dit non, on met fin à ça. On transforme notre cuivre, on produit les câbles électriques. Nous avons 4200 différents types de câbles électriques qu'on produit à Lubumbashi. Pour 1 million de kilomètres de câbles le mois. Ça vous fait 12 millions de kilomètres de câbles à même d'être produits. Et nous avons déjà les commandes de la Tanzanie, de la Zambie, du Kenya, de tous les pays de l'Afrique de l'Est en matière de câbles. Est-ce que ça répond d'abord à nos besoins en termes de câbles? Parce que lorsqu'on parle de câbles, les gens pensent courant. Oui, d'abord, la production intérieure
des câbles électriques répond déjà à la demande interne de la SNEL. Ah, c'est pourquoi nous avons demandé que les surplus soient vendus à l'extérieur. Et je vais vous faire rire, c'est que lorsqu'on finit par... voilà, les câbles sont en train de passer là-bas. Lorsqu'on finit par produire les câbles, on demande d'exporter nos câbles. Eh bien, il s'est avéré qu'au niveau de la douane, il n'y avait pas de code d'exportation des câbles. Il y avait seulement le code d'importation. C'est-à-dire le pays a été fait pour n'importer que les câbles. Et n'est jamais en export. Et pourtant, nous sommes producteurs. Alors, j'ai été obligé d'appeler le ministre des Finances pour qu'il invente un code pour permettre à nos produits made in Congo de quitter la RDC et d'être exportés. Ça, c'est la fierté, en fait, de la politique que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, a insufflé. Là, je suis dans le Katanga. Maintenant, nous sommes sur Lualaba, où nous avons fini... Alors, vous étiez dans le Haut-Katanga. Oui, on était dans le Haut-Katanga. Okay. Maintenant, nous sommes sur le Lualaba, où on développe une zone économique qui va se charger maintenant de la production des batteries électriques. Vous savez, c'est le projet qui est encore une fois cher au président de la République. Il a appelé la RDC Pays Solutions. Mais Pays Solutions sur deux volets. Un, les volets forêt, parce que nous absorbons la quantité importante du CO2 pour nous permettre de libérer l'oxygène et de lutter contre le réchauffement climatique. Deuxième solution, nous détenons les minéraux stratégiques. 1, le cobalt. 2, le lithium. 3, le nickel. 4, le manganèse. Tout le monde connaît ce qu'on appelle Kisenge manganèse. Maintenant, ce sont ces ressources-là qui aujourd'hui deviennent des ressources rares. Nous avons signé une convention, un accord de collaboration avec la Zambie qui a rejoint le président de la République. 2, les États-Unis nous ont rejoint le 13 décembre, encore une fois, ma date fétiche, si on peut l'appeler ainsi, le 13 décembre 2022. Ça ne soit pas vendredi 13. Les États-Unis ont signé pour rejoindre la RDC dans la construction de la chaîne de valeur autour des batteries électriques. Je reviens de Bruxelles avec le Premier ministre. L'Union européenne vient de signer aussi pour accompagner la RDC dans la mise en place de cette chaîne de valeur. Donc, Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il n'est pas facile de faire le bilan des ministères comme les nôtres, mais sur le plan structurel, nous nous sommes dit, quand les gens voyaient le ministère de l'Industrie, ils voyaient les fonds de promotion de l'industrie. Mais nous nous sommes dit, non, on doit construire les fondamentaux de ces ministères. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à part les fonds de promotion de l'industrie, maintenant nous avons le Bureau national d'études et de planification industrielle, dont le DG est dans la salle, qui a la mission de mener des enquêtes industrielles pour savoir à telle période nous étions à combien d'entreprises industrielles, à telle autre période on est à combien. Et il mène des études d'orientation pour savoir qu'est-ce que le gouvernement peut mener comme politique pour essayer un peu de relever le niveau industriel d'un coin. 2, nous avons l'Agence des zones économiques spéciales, qui est l'organe de régulation de toutes ces zones qui naissent à travers la République. 3, nous avons créé ce qu'on appelle le Conseil congolais des batteries, qui est la structure de gouvernance de cette grande machine de batteries électriques. Je nous informe, nous tous ici, que la valeur du marché des batteries électriques aujourd'hui est estimée à autour de 271 milliards de dollars. Mais l'ambition que le président de la République a, c'est de ramener cette valeur à 7 000 milliards de dollars avec les minéraux congolais. Lorsque j'en parle souvent, les gens disent que c'est presque de la folie. Mais il y a de quoi? Vous êtes des 271 milliards à 7 000 milliards. À 7 000 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que la valeur actuelle se mesure par la valeur brute de nos matières. Mais la technologie qu'on va apporter à nos matières, le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse et les autres, selon les différentes phases, va nous faire passer de 500 millions de dollars, de 1,8 million et puis de 7 000 milliards de dollars. Et rappelez-vous que l'Europe a voté une loi qui interdit l'utilisation des véhicules à moteur thermique d'ici 2035. Alors, nous devons capter cette opportunité-là. Toute l'Europe n'aura plus de véhicules à diesel, n'aura plus de véhicules à essence en 2035. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme nous avons le lithium, nous avons le nickel, nous avons le cobalt, nous avons le manganèse, et le Madagascar a le nickel, le Gabon a le manganèse, la Tanzanie a le graphite, on crée une chaîne de valeur dont le pilote s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Il fédère tous les présidents africains autour de ce projet et on capte les marchés européens, on capte les marchés américains,
on capte le marché chinois et on devient le leader mondial. Absolument. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une grande conférence qui avait été organisée au Palais du Peuple où il y avait une étude de Bloomberg qui avait démontré que la République démocratique du Congo présentait des avantages. Évidemment, les gens se disent, mais toutes ces données, vous les avez comment? Ces données sont assises sur une étude de Bloomberg. Bloomberg mène une étude comparative pour voir si on installe une unité industrielle de traitement de 10 000 tonnes de minerais qui entrent dans la fabrication des batteries électriques, où est-ce que cette unité coûte moins cher qu'ailleurs. L'étude de Bloomberg, ce n'est pas nous qui l'avons commandée, ça a été commandé au niveau international. Cette étude a démontré que l'unité de traitement de ces minerais qui entrent dans la transition énergétique coûte 117 millions si elle est installée aux États-Unis. Cette unité coûte 112 millions si elle est installée en Chine. Cette unité coûte 65 millions si elle est installée en Pologne. Et cette unité coûte seulement 39 millions de dollars si elle est installée en République démocratique du Congo. C'est donc sur base de cette étude que le chef de l'État a nourri l'ambition de dire, alors, nous développons la chaîne de valeur des batteries. Et l'Union européenne vient de nous rejoindre après les États-Unis pour dire, finalement, la RDC se trouve être le pays solution au niveau de cette transition énergétique. Voilà ce qui fonde la fierté de nous les Congolais et qui devait fonder la fierté de tout le monde pour dire, nous avons été comme un pays de guerre, un pays de corruption, un pays de malédiction, mais maintenant, il faut que nous commencions à apprendre ou à être fiers d'être la solution à la problématique mondiale du réchauffement climatique. Tout à fait. C'est quand même des choses qui ne sont pas peut-être visibles par le commun des mortels, mais je crois qu'il était important que vous nous invitiez pour que nous parlions de ça. Tout à fait. Je ne vais pas parler de la zone de Moussénéné, au Nord Kivu. Et là, en 2 minutes, parce qu'il faudrait donner la possibilité aux journalistes de poser des questions. La zone économique de Moussénéné va entrer dans le grand projet de transformation du piment. Moussénéné, c'est dans le Nord Kivu. C'est dans le Nord Kivu. Et le piment est très recherché dans l'industrie des gaz lacrymogènes. Vous savez que beaucoup de gens ne savent pas que le piment, il est utilisé dans l'industrie des gaz lacrymogènes. Le piment est utilisé dans l'industrie des câbleries, des câbles. C'est-à-dire, lorsque on fabrique les câbles, on doit enduire les câbles d'une matière pimentée pour empêcher que les rats et les souris ne puissent, en fait, croquer, si vous permettez, les câbles enfouis à l'intérieur du sol. C'est ça l'avantage du piment. Alors, nous avons été en Chine, nous avons une demande de 50 000 tonnes de piment. Nous, la RDC. Et voilà pourquoi nous nous sommes focalisés en créant spécialement une zone économique spéciale à Moussénéné pour que tous les piments qui vont être générés dans cet espace-là soient transformés dans cette zone et pour que nous puissions capter ces marchés chinois. Et ça, c'est une seule entreprise qui nous a demandé 50 000 tonnes. Et il y en a autant. Et d'ailleurs, il y a une mission qui va se rendre en Chine dans les jours qui suivent pour aller signer des contrats et des bons de commande. Mais une petite question, parce que dans cette zone-là, c'est plus les cacao, le café. Pourquoi le choix du piment et Moussénéné? Oui, d'abord, je parle de ce choix du piment parce que beaucoup de gens pensent que le piment sert à agrémenter ou à donner du goût à la nourriture. Je voulais donner une dimension, peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais la zone aussi sera dédiée au traitement du cacao et du café. Parce que comme vous le savez déjà à Goma, il y a un opérateur qui produit le chocolat. Hein? Beaucoup de gens pensaient que le chocolat doit nous être fabriqué de l'Europe. Ça s'appelle chocolat Loa. Il est fait par Papa Kalinda. Je crois que s'il est à Goma, il est en train de me suivre. Et donc nous voulons amplifier ce genre d'unité de transformation pour que le cacao soit transformé d'abord en poudre, ensuite en chocolat, et permettre que nous commencions à consommer les chocolats congolais et que nous exportions ce chocolat-là à travers le monde. J'espère qu'il y aura le code qui permettra d'exporter les chocolats. Voilà brièvement donc ce que je peux dire en introduction, en attendant peut-être que je me soumette à l'exercice des chevaliers de la plume. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Évidemment, il y a beaucoup à dire dans les secteurs industriels, mais comme on peut voir,
que toute la fondation a été posée comme on a coutume de le dire. Il existe un plan d'industrialisation, il existe de coûts chiffrés par rapport à nos besoins en termes de connexion du pays, des routes, des ponts et d'autres infrastructures, notamment énergétiques, mais il y a déjà des réponses locales qui sont données, notamment pour ce qui concerne les usines des câbles et bien d'autres qui ont été présentées tout à l'heure, mais qui laisseront, parce que nous souhaiterons continuer ce travail justement de vulgarisation de ce qui a été fait dans les prochains jours sous d'autres formes. On va commencer cette série de questions avec M. Patrick Lacoué. Merci, Excellence. Belle présentation du secteur industriel de la RDC. Seulement, ce que nous produisons est consommé par qui? Qui sont les principaux consommateurs des produits congolais? Quel est aujourd'hui le taux de pénétration du secteur agro-industriel? Et aujourd'hui, quelle est la place des laboratoires de recherche dans le secteur industriel? Merci. Monsieur le ministre, allez-y. Oui, allez-y, Tikotak. Bon, je ne sais pas si nous ne consommons pas ce que nous produisons. Ce qui est vrai, c'est que le constat qui a été fait, c'est que nous importions pour 7 milliards de dollars chaque année, dont la valeur des produits agroalimentaires a presque 3 milliards de ces 7 milliards. C'est la façon de vouloir renverser la tendance qui nous amène à développer ce que je vous ai développé comme politique ici. C'est impensable qu'on importe pour 3 milliards en produits agroalimentaires alors que nous avons ce que nous chantons toujours, 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables, ça nous fait 120 millions. J'étais avec le ministre de l'Agriculture pour lui dire, mais où sont ces 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables? Il a dit, on est en train d'élaborer ce qu'on appelle le cadastre agricole. Donc la RDC va mettre en place un cadastre agricole à l'instar du cadastre minier et du cadastre foncier, pour que celui qui va arriver en RDC et demander les 80 millions d'hectares de terres arables et les 40 millions d'hectares de terres irrigables, qu'on lui dise c'est dans telle province, dans tel territoire, dans telle chefferie ou dans tel secteur. Donc ça va nous aider à renverser la tendance de ce que vous avez développé tout à l'heure et commencer à consommer ce que nous produisons. Je peux vous dire que par exemple pour la zone de Maluku, où nous produisons le carreau aujourd'hui, les dernières informations que nous avons, c'est que dans le programme 145 territoires maintenant, toutes les infrastructures de l'espace ouest ici ne sont plus pourvues en carreau et en faïence importées. Maintenant, toutes les commandes se font à l'intérieur de la zone économique spéciale de Maluku. Donc ça veut dire que la politique industrielle qui est faite aujourd'hui a pour ambition de faire consommer nos produits. Je reviens tout à l'heure de l'expo qui est organisée par le ministre du Commerce extérieur. J'ai vu effectivement que nous produisons beaucoup, mais ce n'est pas connu. Et le ministre de l'Industrie a la charge, pour ceux qui ne le savent pas, d'élaborer des normes. Et depuis 2019, nous avons fait adopter 2000 normes. Ça veut dire que les produits congolais désormais, qui devaient être destinés à l'exportation, sont certifiés Made in Congo avec code barre. Parce que lorsque les produits devaient être mis à la place internationale, les opérateurs économiques prenaient le code barre soit de l'Angola, soit des pays voisins. Et c'est comme ça que les produits arrivaient en international, identifiés autrement, sans que ça soit une production de la RDC. Ceux qui sont à l'Est, ils savent que beaucoup de produits sont estampillés Made in Rwanda, Made in Ouganda ou Made in Kenya. Maintenant, on a mis fin à ça par la production des normes parce que nous avons un comité national de normalisation qui a la charge de cette question. Alors, le taux de pénétration, il est encore très faible. Nous avons trouvé en 2019 525 unités industrielles. Aujourd'hui, nous sommes à près de 1500. C'est-à-dire, nous avons quand même presque triplé le nombre d'entreprises. Vous allez nous dire comment. Nous avons changé la politique du Fonds de promotion de l'industrie. À l'époque, tout le monde venait
s'abreuver sur les fonds. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rabaissé d'abord les taux d'accès au fonds du FPI de 10-12% à 6%. Et pour les jeunes et les femmes, nous avons rabattu les taux à 4%. Maintenant, il s'est posé une autre question de la garantie. Un jeune entrepreneur qui veut demander 100 000, 200 000, 300 000, il n'a pas de maison, il n'a pas d'hypothèque. Qu'est-ce qui a été fait? Le gouvernement a trouvé la réponse en créant ce qu'on appelle les fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais, les FOGEC. Ça veut dire quoi? Vous, jeunes, quand vous avez un projet bancable de 100 000, 200 000 $, vous n'avez ni maison, vous n'avez ni véhicule à hypothéquer, eh bien le gouvernement vous oriente vers les FOGEC qui se portent garant du prêt que vous prenez auprès du fonds de promotion de l'industrie. Ça permet aux jeunes, aux femmes, aux gens qui n'ont pas de garantie, effectivement, de pouvoir accéder à ces crédits-là, dont le taux, je vous l'ai dit, est de 4%. C'est nulle part, dans aucune banque maintenant, vous ne pouvez accéder à un crédit à un taux ni de 6%, ni de 4%. Parce que les taux annuels se chiffrent dans les banques autour de 12, 18, il y en a même qui sont presque à 20%. Donc ça veut dire que c'est des politiques publiques qu'on est en train de mettre en place petit à petit. Ce n'est pas très visible parce que tellement que le gouffre était profond. Sortir le pays du gouffre pour le ramener petit à petit vers la surface, ça tarde à être vu à la surface. Peut-être que, comme je l'ai dit toujours, nous étions à 120 mètres. Maintenant, on est peut-être à moins 120. Il reste à moins 10. Moins 10. Et les gens n'ont pas encore perçu qu'on a quand même franchi les 110 autres en quittant la profondeur. Les gens de bonne foi perçoivent. Alors, mais les gens de bonne foi, comme ceux de la presse, peut-être qui me suivent en ce moment, peuvent déjà s'apercevoir de ces efforts qui sont menés par ce gouvernement. Et ce serait bon de partager ce genre d'éléments parce que finalement, les gens pensent que le gouvernement ne fait pratiquement rien, alors qu'il y a des indicateurs objectivement vérifiables à partir desquels on peut se dire, on était quand même à une étape A, on est arrivé à une étape A plus 1, A plus 2, peut-être 2 ans, 3 ans plus tard, on pourra arriver à une étape X ou Y. Je reviens de la Chine encore une fois, je donne l'exemple. Les zones économiques spéciales ont commencé en 1979-1980. Ça fait 40 ans de trajectoire que la Chine a pu faire. C'est aujourd'hui que tout le monde pense que la Chine, c'est l'usine du monde. Mais après avoir fait 40 ans. Mais nous, avec la révolution industrielle, nous pensons que nous n'attendrons pas 40 ans pour que nous puissions atteindre les niveaux et de l'Europe et de la Chine. Moi, je me donne 20 ans maximum pour que ces grands pays au cœur de l'Afrique soient à l'épicentre du développement du monde. Nous y arriverons parce que nous avons déjà placé les bases et les fondations, comme on aime bien le dire. On peut tout nous reprocher, mais on ne peut pas nous reprocher notre volonté de faire différemment. Merci. On va prendre les questions de Pichou Moulumba et puis ce sera M. Eric Izami. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Excusez-moi, je vais m'écarter du sujet sur des efforts du gouvernement dans le secteur de l'industrie. J'ai plutôt 2 petites questions d'actualité au porte-parole du gouvernement. Allez-y. La première, c'est sur le processus électoral. Quel est le sort aujourd'hui de nos compatriotes de l'Est? Vont-ils voter, oui ou non? Qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement? Et la dernière préoccupation, quel commentaire vous faites, Monsieur le porte-parole du gouvernement, de la dernière déclaration des 6 candidats présidents de la République? Il y a Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege, Franck Diongo, José-Marie Ifoko et Seth Kikouni qui s'inquiètent notamment de l'opacité dans les processus de financement des élections et ils appellent finalement au dialogue avant les élections. Écoutez, je vais commencer par la deuxième question. Je me ferai évidemment compléter sur l'un ou l'autre aspect par mon collègue de l'industrie qui, je rappelle, a été pendant 9 ans gouverneur de la province du Nord. 12 ans. 12 ans. Vous révisez. Je m'excuse, monsieur le gouverneur. Écoutez, finalement, nous étions ici il y a quelques mois sur la question de la congolité, entre guillemets, pour utiliser l'expression qui était en vogue. On nous a accusés de tous les noms. Moi, je l'ai dit ici que le premier agent marketeur de l'initiative de la Luachani, c'était M. Olivier Kamitatou. Que des préjugés. Jusqu'à penser que le gouvernement ou l'Union sacrée ou le président de la République, on utiliserait la justice pour bloquer la candidature de certains.
c'était de l'agitation à gauche, à droite, des procès d'intention, des préjugés. Encore une fois, vous voyez que les choses ne se sont pas passées. Parce que justement, les gens ne se rendent pas compte que le Congo est en train de se consolider davantage dans sa démocratie. Je suis le premier qui dit ici que nos amis de l'opposition doivent quitter la périphérie pour venir challenger justement notre stratégie industrielle avec les zones économiques spéciales reparties dans les territoires, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'industrie du cobalt, de la chaîne de production qui va mêler plusieurs pays africains. C'est cela les débats de fond. Donc une chose était de dire, écoutez, le processus n'est pas transparent, on va exclure les candidats, ce n'est pas inclusif, etc. Mais lorsque les faits donnent raison, il faut bien qu'il y ait une certaine honnêteté à un certain moment pour dire, écoutez, nous nous sommes trompés d'analyse. Comme beaucoup vont se tromper encore dans les analyses qui suivront. Alors, rien d'étonnant. Parce que je vous l'ai dit ici, que moi, mon impression, c'est que l'opposition prépare plus la contestation que les élections. Il faut d'abord situer la question de l'organisation des élections dans un contexte évolutif, parce que nous étions en 2006 à la aux premières élections plurielles, nous sommes en 2023, ça fait 17 ans. Nous avons presque atteint l'âge de la maturité, mais il ne faut pas oublier que les élections, on l'organise dans un pays grand comme le nôtre, avec des problèmes d'infrastructure, etc., que le collègue a repris tout à l'heure. N'oubliez pas que le processus devient encore plus complexe lorsque vous avez presque 100 000 candidats qui doivent voter les mêmes jours. Et donc, toutes ces choses sont connues de ces opposants. Et donc, c'est illusoire de penser que nous aurons des élections parfaites à 1000% au regard justement de l'attitude, notamment de leur attitude vis-à-vis de la commission électorale indépendante. C'est bien qu'ils veulent le dialogue, parce que nous voulons le dialogue, mais devant le peuple congolais. C'est bien qu'ils approchent la CENI, parce que nous l'avons dit, la CENI est là, y compris pour les opposants et pour nous et pour tous les Congolais, pour leur donner des réponses. Mais faire de fuite en avant, parler des tricheries, parler de ceci, des difficultés qui sont inhérentes à un processus électoral complexe dans un pays comme les nôtres, ne doivent pas être expliqués à ceux qui sont candidats président de la République, parce qu'ils sont censés les savoir. L'excuse sur les financements ou l'opacité dans les financements, mais c'est tous les débats qu'il y a depuis les débuts du processus électoral. Mais observez avec nous que toutes les étapes majeures du processus électoral ont été tenues. Et donc, le Conseil, si je dois revenir sur ce que j'ai déjà dit plus d'une fois, à nos amis de l'opposition, c'est de lire ce que nous faisons. Parce que pendant le moment de la campagne électorale, le peuple doit les challenger. J'espère que les médias vous leur poserez des vraies questions. Quelle est votre stratégie dans les secteurs de l'industrie? Quelle est votre stratégie dans les secteurs de la santé? Quelle est votre stratégie dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la diplomatie? Vous verrez qu'ils n'auront que des incantations comme réponse. Nous sommes dans le possible. Et ils sont dans l'impossible. Et moi, je suis curieux de lire leur programme et de l'écouter commencer à parler de leurs offres plutôt que de s'acharner sur la commission électorale dont certains ont des membres dedans. Et donc j'espère que le moment venu, ils verront la CENI pourra donner les réponses. Nous, gouvernement, pour ce qui concerne la sécurité, les financements, c'est un choix que nous avons fait. On le fera pour tenir le rendez-vous du 20 décembre. Le seul dialogue que nous attendons, ce sera avec le peuple congolais. Pour revenir sur le deuxième volet de votre question, sur la situation dans l'Est. Aujourd'hui, tous les efforts consentis par les présidents de la République, c'est de s'assurer que le processus électoral de 2023 soit un processus inclusif, qui inclut à la fois des Congolais à l'intérieur du pays et des Congolais à l'extérieur du pays. Pour la première fois, on a en relais des compatriotes qui sont aux États-Unis, en France, et qui pourront voter. Donc, il n'est pas juste pour un gouvernement de regarder 1,5 million de compatriotes, principalement pour celles qui sont dans ces parties, dans ces territoires de l'Est, ne pas pouvoir voter. Il y a des efforts en cours dont j'ai déjà parlé précédemment ici, qui, nous l'espérons, pourront aboutir et permettre à la CENI de faire un enrôlement pour permettre, si ce sera laborieux pour les autres scrutins, notamment les législatives nationales, provinciales et municipales, pour permettre à ces compatriotes de voter pour le président de la République. C'est évident qu'ils voteront pour le président de la République parce qu'il a fait montre d'un grand leadership pour permettre le retour de la paix dans cette partie du pays. Et donc, nous allons continuer ce travail sur plusieurs fronts
Et nous espérons que dans les jours qui viennent, nous pourrons trouver un couloir qui permettra à certaines de nos populations de s'enrôler pour participer au vote suivant. Monsieur le ministre, 12 ans gouverneur, sûrement que vous avez un commentaire à faire à la fois sur la question justement de la sécurité et sur cette question électorale. Oui, merci cher collègue. Moi je pense que je vais livrer quand même un constat amer quand j'observe la classe politique congolaise. Moi, ma formation de base, c'est le développement. Avant d'emprunter les sciences po pour lesquelles je prépare ma thèse d'ici là, j'ai toujours dit que lorsque les Congolais, acteurs politiques surtout, vont commencer à consacrer seulement 30% de leur débat sur des questions de développement, c'est ce jour où nous allons amorcer en fait la pente vers l'émergence de ces pays. Mon constat, c'est qu'en République démocratique du Congo, on fait le copier-coller aveugle des débats qui se font en France, des débats qui se font en Belgique, des débats qui se font aux États-Unis, alors que ces États sont indépendants depuis 1776 pour les États-Unis, 1889 pour la France, 1789 pour la France. Ça fait des siècles et des siècles qu'ils ont une expérience de démocratie. J'ai lu toute l'histoire de la France. Les femmes ont commencé à voter en France en 1945. Mais nous, on a commencé la démocratie en faisant voter les femmes immédiatement. La révision constitutionnelle pour réduire les mandats de 7 ans à 5 ans est intervenue en 2000. Donc, il faut pas que les gens commencent à venir amener des débats dans la classe politique congolaise sans se ressourcer sur l'histoire des États que nous prenons comme modèle. Donc, moi, je voudrais nous conseiller, nous, acteurs politiques, de plutôt promouvoir des débats comme celui-ci, débats autour duquel vous m'avez invité pour qu'on parle du développement de la République. Comment on industrialise les pays? Quels sont les mécanismes pour qu'on sorte les pays de son isolement? Ce sont là les grandes questions autour desquelles les acteurs politiques devaient savoir. Mais ici, dialogue, je ne sais pas, transition. Pourquoi? Parce que tout simplement, tel voudrait avoir tel ministère, tel autre. Encore si on les place là-bas, c'est pour quel résultat qu'il va donner. On a vu tous les gouvernements d'union nationale ou de quoi, ça n'a produit aucun résultat, sinon on ne serait pas ici en train de venir développer pour la première fois la mise en place d'un plan d'initialisation ou d'un plan directeur. Si tous ces acteurs-là avaient pour ambition de devoir penser, réfléchir développement, on ne serait pas en train de vouloir commencer 63 ans après l'indépendance. Donc c'est vraiment un conseil que je voudrais donner à nous les acteurs politiques. Deuxième chose, la question de l'Est nous préoccupe tellement. Je crois que vous avez donné la réponse. Ce n'est pas ici le lieu de commencer à définir les stratégies qui sont mises en place par les secteurs de la défense nationale par rapport à ce qui se passe. Vous savez, c'est un monstre à l'Est qui demande des stratégies aussi monstrueuses pour devoir les déboulonner. Et les stratégies sont en cours évidemment sur 5 fronts: judiciaire, médiatique, économique, diplomatique et militaire. On va prendre des questions en série pour terminer parce que nous avons déjà grignoté le temps du journal. Prince Maïro, Marlon Kacham, et on va terminer par Madame Rachel Kitty. Allez-y, Monsieur Izani. Nous avons tous un poison silencieux parmi nous. Nous les côtoyons sur la rue, dans nos quartiers, dans nos rivières et même dans nos forêts. Il s'agit de sachets. On a parlé de la désachétisation. Et parmi vos efforts fournis, oui, pourquoi est-ce que les entreprises, oui, désachétisation. Oui, désachétisation. Le ministre a parlé de l'emballage et tout ce qui devrait être fait. Pourquoi est-ce que ces entreprises-là tardent à venir? Parce que ça va nous aider d'un côté à assainir ou à embellir notre cadre de vie. De l'autre, vous connaissez l'axiome du maître Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Ça, c'est la première question. Deuxième question, nous sommes, c'est vrai, vous n'avez pas tort, le gouvernement, que de dire que nous sommes pays solution. Mais nous le sommes, non pas à ce que nous regardons par nos efforts, c'est par la création. Dieu a voulu que notre pays soit comme ça. Nous sommes le diamant de la création, disait le pape. Mais qu'avons-nous déjà fait, notamment par rapport au fait que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis à notre population que de faire venir plusieurs labels. Je vois ici Mitsubishi, Toyota, etc., notamment parlant de la production de batteries. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ça pourra peut-être
occuper utilement nos jeunes qui sont dans la partie orientale. Vous avez été pendant longtemps gouverneur. Ça va les dissuader à ne pas aller tenir des armes pour tuer comme ça impunément. Alors, on va prendre les questions de presse, Maïro, rapidement. Monsieur le gouverneur, Monsieur le ministre, excusez-moi, nous répondrons par série. Ça me colle toujours à la peau. Hein. J'ai des petites questions. D'abord au ministre de l'Industrie. Vous avez parlé de la zone économique spéciale de Baloko. Je voudrais savoir combien d'emplois ont été créés exactement dans cette zone économique spéciale. Et au ministre de la Communication, vous avez évoqué le processus électoral, mais je voudrais revenir sur un point. Une autre actualité, ce sont les arrêts de la Cour constitutionnelle. Comment réagissez-vous à cela? Parce que voilà, toutes les requêtes en invalidation des candidatures contre Katumbi et contre le président Tshisekedi ont été rejetées. Votre réaction, s'il vous plaît. Mais la réaction, elle est courte. Il n'appartient pas au porte-parole du gouvernement de commenter des décisions de justice. Mais ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a eu de gros procès d'intention et des préjugés sur la Cour. J'espère que autant on l'a applaudi pour ce qui s'est passé hier, autant on l'applaudira lorsque d'autres jugements ou d'autres sentences seront donnés les moments venus. Et puis les arrêts de la Cour sont inattaquables et opposables à tous, ainsi qu'aux administrations. Voilà. Merci beaucoup du complément. Monsieur Marlon Kachamou, et on terminera par Madame Kitita. Monsieur le ministre de l'Industrie, votre exposé, seulement votre exposé pourra nous conduire à des réflexions vraiment très approfondies. Mais nous vous en félicitons quand même. Alors ma question elle est celle-ci. Vous avez parlé de la révolution industrielle en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez fait allusion aussi à l'électrification de la République démocratique du Congo? Parce que nous savons tous que sans électricité, la révolution industrielle est impossible. Mais vous savez aussi que toute la République démocratique du Congo n'est électrifiée que moins de 10%. Oui. Mais comment vous allez faire pour concilier cela? Parce que c'est un vrai problème qui gangrène le développement de la République démocratique du Congo. Voilà, merci. Dernière question, Madame Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Deux petites questions. La première au ministre de l'Industrie. Vous avez parlé de la création du Conseil congolais de la batterie. À quand la production de la première batterie en République démocratique du Congo? Une question d'actualité au porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, il y a eu libération à la prison de Ndolo des adeptes de Némoin Dantemi et de Mukungu Bilé, hier accusés de tentative de renverser le pouvoir de Joseph Kabila. Aujourd'hui, avec cette libération, est-ce que pour certains, c'est pour des raisons électoraliste que cette libération a eu lieu, d'autant plus qu'à Kinshasa, on assiste déjà à une grave crise d'insécurité avec les Kuluna qui sèment la terreur dans la capitale. Merci. Bon, écoutez, je ne saurais pas m'étendre sur la question parce que je n'en maîtrise pas tous les aspects. Il va de soi que si c'est des dossiers judiciaires qui ont été ouverts, il faut être au courant et des faits qui ont été reprochés. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un plaidoyer qui a été fait par le ministre des Droits humains, M. Albert Fabrice Pouella, au dernier Conseil de ministres, et qui avait déjà rencontré l'assentiment du président de la République depuis plusieurs mois, qui a conduit à cette vague de libération. Il faudra peut-être, le moment venu, poser la question à l'auditeur général. Ici, nous, dans ce que nous faisons, nous ne sommes pas dans des visées électoralistes, parce que ces briefings, nous le faisons depuis 2 ans. On n'avait pas les élections en perspective, parce que nous, le moment électoral constituera un moment de rendez-vous de vérité entre ceux qui sont dans les incantations et ceux qui sont dans la réalité. Et donc, pour nous, les choses sont faites plutôt pour donner des réponses aux préoccupations de Congolais. Réservez cette question-là pour le briefing qui viendra avec le ministre des Droits humains. Il pourra sûrement vous donner plus de détails. Monsieur le ministre. Oui, j'ai noté la question relative au poison silencieux. Le concept, il est bien trouvé. Je pense que vous avez suivi dernièrement, lors du Conseil des ministres du vendredi, le président de la République nous a instruit, tout à fait, évidemment, à développer une politique que nous allons défendre comme modèle à dupliquer sur l'ensemble du territoire national. Parce que ce secteur est à cheval entre le ministère de l'Environnement, la province et puis le ministère de l'Industrie. Au niveau de l'environnement, c'est la gestion des déchets, ramassage et tout. Mais au niveau de notre ministère, nous allons présenter à Conseil des ministres la manière dont nous attendons de transformer tous les déchets pour en faire soit pour produire de l'électricité,
produire le biogaz, produire d'autres choses. Et donc, je ne veux pas anticiper sur... Mais nous avons déjà été avec la ministre de l'Environnement, notamment, dans une entreprise ici, vers Kingabois, qui fait le recyclage. Le président de la République était là. Mais ce n'est pas assez, monsieur le ministre, par rapport à la quantité de sachets ou de déchets. Parce que nous produisons, pour perdre la mémoire collective, Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets par jour. 10 000 tonnes. Et donc, pour devoir gérer les 10 000 tonnes, il faut une capacité très très grande. L'Union européenne, je crois, a essayé un peu de gérer la question et le gouvernement a donné 2 millions de dollars chaque mois, mais ça n'a pas suffi. Il faut une vraie politique de gestion des déchets et de transformation. Je suis en train de recenser tous les acteurs qui sont dans les secteurs, d'abord les acteurs existants, savoir ce qu'ils ont déjà fait à la date d'aujourd'hui, et puis avec eux, maintenant, développer une stratégie de gestion efficace et efficiente de tous ces déchets de la ville de Kinshasa. Je crois que le 10 novembre, c'est ça le délai que le président de la République m'a donné, le 10 novembre, je vais présenter le dossier au Conseil des ministres. Donc, je ne voudrais pas révéler toute la stratégie qui est à la discrétion du Conseil des ministres. Et après le Conseil, si vous m'invitez, je pourrais venir dérouler toute la stratégie de gestion des déchets pour soit les transformer en énergie renouvelable, soit en fil d'emballage. J'ai visité une entreprise au Gabon où les déchets sont transformés en fil pour devoir aider à un travail bien fait. Donc tout ça, c'est des stratégies que nous allons devoir démontrer. Alors, vous avez dit également que... Mais on attend quoi pour venir tous ces Mitsubishi, Volvo, etc. Non, le développement a un parcours. On ne peut pas se dire qu'aussitôt que nous avons mis en place la stratégie et toutes les entreprises vont arriver. Pour qu'elles arrivent, il y a un certain nombre de critères, elles demandent ceci, elles demandent cela, climat des affaires, est-ce que là-bas c'est bon? Et quand il y a des bruits de bottes à l'est, ils se disent, parce qu'il y en a quand ils sont à l'extérieur, quand on dit qu'il y a un coup de balle à Goma, les gens pensent que même à Kinshasa, on ne peut pas passer une seule nuit sans qu'il y ait un coup de balle. Donc c'est la raison pour laquelle les chefs nous déploient un peu partout à travers le monde, dans la gestion de diplomatie économique de notre ministère, pour à la fois parler des avancées que nous avons connues dans ces pays, malgré la situation qui se passe à l'Est, et pour laquelle il y a toute une stratégie de devoir y trouver des réponses adéquates. Donc, il faut du temps pour que tout cela se mette en place, mais ce que je pense vouloir dire en répondant à la question de Mme Rachel, c'est que la batterie ne sera pas attendue demain. Donc, parce que les Congolais, ils sont là dans l'immédiateté, ils veulent que les batteries soient produites demain. Non. Il y a 3 phases, ou même 4. La première, c'est la fabrication des précurseurs des batteries, c'est-à-dire les matières qui entrent dans la composition des batteries électriques. La deuxième, c'est la fabrication des batteries elles-mêmes. La troisième, c'est la fabrication des véhicules électriques. Et donc, ce sont des étapes qui sont séquencées sur 10 à 15 ans pour nous permettre d'avoir cela. Tous ceux qui ont fait ça, Tesla et les autres, ne l'ont pas fait en une année, en 2 ans. Donc, il faudrait qu'on nous donne le temps de devoir dérouler toute la stratégie et au nom de la continuité des affaires de l'État, ceux qui viendront après nous trouveront déjà tous les fondamentaux déjà construits et ils pourront poursuivre avec ce que nous avons fait. L'important, c'est que nous avons construit la chaîne de valeur autour des minerais stratégiques que je vous ai cités ici. Je viens de Bruxelles, je l'ai rappelé là où j'étais, l'Union européenne met 300 milliards de dollars, je dis bien 300 milliards de dollars, dans les projets structurants et industrialisants en Afrique. Alors, lorsque nous avons signé les MOU à Bruxelles, il a été demandé à chaque pays de pouvoir développer des projets pour absorber ces fonds. Bien évidemment, la RDC a une faible capacité d'absorption des fonds. Voilà pourquoi nous sommes sur des vastes chantiers d'élaboration de projets bancables dans tous les secteurs, parce que j'ai présenté le plan directeur d'industrialisation de 58 milliards. Moi, je l'ai dit, dans vos 300 milliards, moi, j'ai déjà 58 qui sont consommés par le plan directeur. Mais le plan à lui-même, parce qu'il a des idées de projets, ne suffit pas. Il faut qu'on transforme ces idées de projets qui sont dans le plan en des véritables projets qui sont précédés par des études d'abord de préfaisabilité, ensuite des études de faisabilité pour nous permettre de capter ces fonds. Donc voilà tout le travail que nous sommes en train de faire pour nous permettre de ne pas rater les 300 milliards de l'Union européenne,
mais également les 200 milliards des États-Unis, parce qu'en tout, ça nous fait entre 500 et 600 milliards que les États-Unis et l'Union européenne mettent à la disposition des projets dans la transition énergétique, dans les infrastructures énergétiques et énergies renouvelables, pour permettre à ce que l'Afrique cesse d'être ce continent de la famine, continent de malédiction, continent de corruption. Mais désormais, avec la crise en Ukraine, eh bien, l'Europe a compris que les partenaires de demain, qui est le plus crédible parce qu'il a les ressources naturelles, c'est bien l'Afrique. Et il nous appartient à nous, à travers nos différents ministères, de pouvoir monter ces projets-là pour nous permettre de capter ces fonds qui sont mis à la disposition et pour lesquels, en face du Premier ministre, nous avons signé les Memorandum of Understanding. Les autres questions rapidement, Monsieur le ministre. Alors, la révolution industrielle, bien évidemment, je viens d'aborder la question, ces fonds-là vont nous permettre d'élever, évidemment, de pouvoir élaborer des projets pour les capter. Inga, pour moi, nous fait jaser inutilement. Parce que c'est 40 000 mégawatts, tandis que le potentiel restant sur l'ensemble du territoire, c'est 60 000 mégawatts. Ça veut dire que nous avons un potentiel plus important que Inga, en dehors de Inga. Mais tous nous semblons nous focaliser sur Inga et ça nous empêche de réfléchir parce que c'est la dernière étude que j'ai lue, c'est 13,9 milliards de dollars pour développer Inga. Or, avoir 13,9 milliards de dollars aujourd'hui, ce n'est pas facile. Par contre, comme on a déjà libéralisé l'électricité sur l'ensemble du territoire national, il est possible de construire des microcentrales à travers le pays. J'en ai l'expérience comme gouverneur. J'ai piloté 2 projets. Le premier projet, il est à Rutshuru, avec la centrale qui se trouve sur la rivière Rutshuru à Matebe. Et cette centrale est en train d'alimenter aujourd'hui la ville de Goma. J'ai piloté un autre projet à Butembo, sur la station de Ivoua. Et aujourd'hui, on est arrivé à la rivière Taliha. On va produire 12 MW qui alimentent la ville de Butembo et la ville de Beni. Il y a un autre projet dans les territoires de Lubero qui va alimenter la zone économique spéciale de Moussenene, spéciale pour l'industrie du piment. C'est 12 MW. Donc c'est autant de petits projets de 12-15 millions de dollars qu'on peut disséminer à travers la République et faire l'interconnexion du réseau et avoir le taux d'électrification qui est situé autour de 30, 40, 50% au lieu d'attendre Inga et ces 13 milliards de dollars que nous n'aurons pas demain. Donc c'est la stratégie qui est montée au niveau du ministère des Ressources hydrauliques et électricité en collaboration avec le ministère de l'Industrie. Donc voilà, Monsieur le ministre, chers collègues, la réponse de quelques éléments de réponse aux questions qui m'ont été posées. La batterie, Madame Rachel, ne vient pas demain, mais nous nous inscrivons dans une logique de 5, 10, 15 ans, parce que tous les pays sont passés par là. On ne développe pas un État comme la RDC en 1 mois, en 2 mois. Tous les acteurs politiques qui viendront vous dire que et s'ils ont le pouvoir, ils développent le pays en 1 mois, en 2 ans ou en 1 année, c'est des discours politiques pour avoir l'électorat. Des incantations comme tout simplement. Il les a appelées incantations, mais à chacun de faire ce commentaire. Moi, je suis prospectiviste. Je pense plutôt à la prospective, qu'on construit un État dans la durée, sur 5, 10, 15 ans, et ce n'est qu'après 10 à 15 ans qu'on peut faire une évaluation sur les fondamentaux qui, en fait, ont constitué les bases réelles de développement, la fondation à partir de laquelle d'un pays. Même quand vous construisez votre maison, ce n'est pas en un jour. J'ai toujours évoqué un exemple que beaucoup ont expérimenté. Même quand vous vous mariez, c'est comme après 9 mois que vous pouvez espérer avoir un enfant. Si, ah non, il faut avoir un enfant bien avant. Espérez. Et Dieu seul sait si après 9 mois, tout le monde a son enfant. C'est la même chose dans la logique des projets. On ne va pas rentrer dans ce débat, monsieur le ministre de l'Industrie. Merci beaucoup des éléments que vous avez apportés ce soir. C'était une part de ce qui a été fait dans les ministères de l'Industrie. L'exercice consiste bien évidemment dans la suite de ce que nous avons fait précédemment, à vous présenter ce que nous avons fait. Les résultats ne sont jamais une génération spontanée parce que les résultats se construisent et nous avons entamé avec le président de la République la construction de la fondation à partir de laquelle nous allons redresser et relever ce pays et nous attendons donc le moment de la campagne électorale pour voir nos idées être challengées. J'espère que nos opposants bouquinent nos projets parce que c'est sur ces questions-là qu'ils devront répondre. Monsieur le ministre, merci. Nous nous retrouverons dans d'autres cadres.
on va terminer cet exercice non pas sans rappeler l'accord historique qui a été signé cet après-midi sous les auspices du président de la République comme facilitateur désigné de la communauté des Afriques de l'Est dans la crise au Tchad. Donc le principal opposant, le docteur Succès Masra, pourra retourner dès demain ou dans le prochain jour à N'Djamena avec tous ceux qui ont quitté le Tchad à la suite des événements d'octobre 2022. C'est aussi une illustration du front de la reprise de la diplomatie de la République démocratique du Congo. Je ne pourrais pas terminer sans revenir sur cette note triste aussi pour ce qui concerne les obsèques de M. José Naouej. Nous entrerons en contact très rapidement avec sa famille ainsi que la grande famille de Forum des As pour voir comment nous allons lui réserver des obsèques dignes de l'homme qu'il a été. Pour le moment, nous disons donc à Didier Kebongo et à tous les confrères de Forum des As toute notre solidarité. Nous aurons l'occasion de le dire en face encore à sa famille. Merci, Monsieur le Ministre, et bonne soirée chez vous. Merci.